Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Parnell Ledaga. Chers auditeurs, chères auditrices du Café de Sèvres, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez bien baigné dans l'ambiance olympique. L'épisode d'aujourd'hui est un épisode particulièrement unique, spécial pour plusieurs raisons. D'abord, parce que cet épisode, bien sûr, marque le premier de notre nouvelle saison de podcast, mais aussi parce que nous avons le plaisir d'accueillir notre nouveau recteur. Voilà, je suis vraiment très heureux, vous pouvez le ressentir à travers ma voix. Mais aussi, une chose que vous devez savoir, c'est que notre bien-aimé Café de Sèvres changera de nom. Vous êtes, bien sûr, vous n'ignorez pas que le Centre Sèvres a changé de nom et est devenu les facultés Loyola Paris. Alors évidemment, le Café de Sèvres ne devrait plus s'appeler Café de Sèvres. Peut-être devions-nous l'appeler Café de Loyola, mais ça sonne un peu trop compliqué. Alors, nous allons désormais changer de nom pour nous appeler Loyola Café. Donc, je le disais à l'instant, nous avons le plaisir de nous entretenir avec notre nouveau recteur, ce qui est vraiment génial, c'est parfait pour lancer une nouvelle saison. Le nouveau recteur des facultés Loyola n'est rien d'autre, nul autre que Louis Lourme, que j'ai le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui. Bonjour Louis Lourme. Bonjour. Alors, vous êtes le nouveau recteur des facultés Loyola Paris et votre parcours, nous le verrons, nous en discuterons. Il est spécial, il est particulier, il est unique. Mais il est vrai que vous avez bien sûr eu l'opportunité de vous présenter brièvement, en fait pas brièvement, de long en large même sur le site internet, mais tous nos auditeurs et toutes nos auditrices ne consultent pas toujours le site. Certains aimeraient peut-être savoir davantage sur vous. Alors qui êtes-vous ? Alors, je me présente rapidement pour essayer de satisfaire à la soif des auditeurs. Donc, je suis Louis Lourme. Je viens de Bordeaux. J'ai une formation de philosophe à l'université de Bordeaux pour la plus grande partie de mon cursus. J'ai passé quelques années à Paris 1. J'ai fini ma thèse en philosophie il y a un peu plus de 10 ans. C'était en philosophie politique contemporaine. Oui. C'était consacré à la notion de citoyenneté mondiale. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être citoyen du monde ? Voilà, c'est une question qui s'est beaucoup posée dans la philosophie anglo-saxonne contemporaine. Et donc j'ai consacré ma thèse à ce travail-là. Aujourd'hui, je travaille aussi en philosophie de l'éducation. C'est lié à mon parcours. Oui, tout à fait. Je peux peut-être en dire un mot. Bien sûr. En réalité, une fois ma thèse terminée, j'ai passé les concours d'enseignant, etc., bien sûr. Enfin, bien sûr. En tout cas, c'était une voie un peu naturelle pour moi. Je me destinais plutôt à essayer de candidater sur des postes à l'université. Et puis, j'ai mis un pied dans le secondaire. Et puis, les deux pieds dans le secondaire. Et puis, j'ai eu l'opportunité, après un petit parcours, de revenir dans l'établissement où j'avais été moi-même élève, mais comme enseignant. Bon, il y a un côté peut-être un peu nostalgie, je sais pas. En tout cas, c'est pas ça qui me portait, j'ai l'impression. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à y revenir. Voilà, c'était l'établissement jésuite à Bordeaux qui s'appelle Saint-Joseph de Tivoli. Et à la faveur, si vous voulez, de circonstances un peu inattendues, puis certaines un peu tristes, on m'a d'abord confié des responsabilités dans cette structure, et puis j'ai pris la place de notre chef d'établissement qui était décédé suite à une maladie qu'il a emportée. Et donc pendant 8 ans, j'ai pu diriger cet établissement scolaire qui avait pour moi un étrange parfum, puisque c'était celui que j'avais connu en étant jeune. Certains de mes collègues enseignants, mais moi je les avais eus en étant élève, et puis je devenais chef d'établissement dans la foulée. Voilà, ça a duré 8 ans, et c'était une mission très heureuse, en particulier parce que la tradition spirituelle et pédagogique dans laquelle s'inscrit Saint-Joseph de Tivoli, c'est une tradition qui me porte, qui m'a beaucoup structuré, dont je vois bien que tout ce qu'elle a de riche pour des
personnes en formation, à la fois en termes de liberté, d'exigence intellectuelle, d'importance de l'expérience vécue, de la reprise de ces expériences, etc. Je sais que dans ces murs, dans ce café, c'est un peu peut-être convenu de vanter la profondeur de notre tradition spirituelle, mais enfin c'est tout de même ça qui m'a porté. Oui. Alors, c'est un scénario particulier, un peu de film, j'ai envie de dire, d'étudier, de fréquenter un établissement et plus tard de le diriger. Il y a quelque chose, j'ai envie de dire, d'un peu romantique, de cinématographique à l'intérieur. Mais alors maintenant, aujourd'hui, vous êtes notre nouveau recteur. Et la question que je vais vous poser, elle est peut-être un peu étrange parce que comment peut-on étudier, je parle de moi, dans un établissement sans savoir vraiment en quoi consiste le travail du recteur. Et je peux vous assurer que je ne suis pas la seule personne dans cette situation aujourd'hui. Surtout que pour des étudiants comme moi qui sommes aussi salariés à temps partiel des facultés Loyola Paris, nous avons tendance à parler, nous savons que nous avons une secrétaire générale. Et le secrétaire ou la secrétaire générale, en l'occurrence actuellement c'est une femme, voilà, elle est un peu le boss. Mais en même temps, nous savons que nous avons aussi un recteur qui lui aussi on nous dit il est le patron. Et vous voyez, nous avons parfois un peu de mal à savoir mais qui fait quoi, qui est le véritable patron, que fait la secrétaire générale, que fait le recteur. Alors, en quoi consiste réellement le rôle du recteur? Disons, une journée typique. Parlons de la journée typique du recteur. Qu'est-ce qu'il fait en fait? Alors, je n'ai pas assez de recul pour parler d'une journée typique, parce que Oui. vous comprenez, je suis arrivé Ah le oui, 26 je août, mais comprends par contre, parfaitement. je peux quand même dire en quoi ça consiste, et même pour aller dans votre sens, euh, la particularité des facultés Loyola, c'est non seulement il y a le poste de secrétaire général, il y a le poste de recteur, mais il y a aussi un enchevêtrement de responsabilités qui permet d'ailleurs de mailler le regard qu'on porte sur l'accompagnement des étudiants, mais il y a les responsables de cycle, il y a les doyens, il y a le poste de vice-recteur, voilà, tout un collège de personnes qui, tout à leur manière, pilotent. Voilà. Euh, je pense que, pour le dire vite, le poste de recteur, c'est un poste qui assume un peu la coordination pédagogique de l'ensemble de la proposition, là où le secrétaire général s'occupe de la dimension administrative, on va dire. Oui. Je crois que le gros du travail du recteur, c'est de travailler avec les responsables de cycle, avec les doyens, de contribuer aussi aux rencontres, on va dire un peu au rayonnement de l'institution, c'est-à-dire c'est aussi une fonction dans le bon sens du terme politique, hein, où il faut que les propositions soient connues et donc nouer des relations avec les interlocuteurs universitaires, mais aussi les autres œuvres d'église, ça va de soi. Ce que je constate, c'est que dans ces murs-là, alors c'est pas une façon de se payer de mots, hein, ce que je constate, c'est que c'est la grande efficacité ici du conseil de direction. Alors, s'il y en a qui écoutent, ils vont penser que je flatte. Oh, c'est la Mais vérité, mais je pense. objectivement, je suis frappé de la qualité des relations de travail, quoi. Humaines, j'en parle pas, ça va de soi, mais des qualités de travail, c'est-à-dire la manière dont les décisions sont discutées, sont mûries. Bien sûr, encore une fois, je suis très récent à ce poste. Mais enfin, s'il y a quelque chose qui me frappe à mon arrivée, c'est bien cela. Voilà. Alors, vous avez bien sûr, vous l'avez dit, vous-même fréquenté un établissement jésuite jeune, vous avez ensuite dirigé un établissement jésuite et là, un établissement, disons, de niveau universitaire. Alors, une question qui m'est venue à l'esprit un peu par curiosité, comment s'est déroulé le processus? Et la question n'est pas anodine parce que je ne l'ai pas, nous ne l'avons peut-être pas précisé en début, mais vous n'êtes pas un jésuite. Ce qui est une première quand même pour les facultés Loyola Paris. C'est la première fois qu'un laïc dirige cette institution, du moins au poste de recteur. Si ça avait été un jésuite, la question ne se serait pas posée. On se serait dit, alors bon, les jésuites ont leur processus interne pour recruter, pour mettre tel à tel poste. Mais en tant que laïc, vous qui étiez déjà dans un autre établissement jésuite, comment ça s'est passé? Pourquoi les jésuites sont allés vous chercher, vous par exemple, plutôt qu'un autre jésuite? Enfin, vous voyez, comment ça se passe en fait? Là aussi, ma réponse, c'est une réponse que depuis mon point de vue, donc avec les éléments que j'ai à l'esprit, et peut-être qu'elle sera maladroite sous certains aspects. Comment ça s'est passé? Moi, j'ai été d'abord contacté par le vice-chancelier de l'époque, c'est-à-dire le provincial de l'époque,
qui m'a contacté très simplement en me disant, voilà, j'ai pensé que pour ce poste-là, tu serais peut-être pertinent, avec une forme de délicatesse qu'il est important d'avoir à l'esprit, je crois, dans la manière dont les choses ont été présentées. Dès le début, on m'a bien expliqué que cette proposition, ou ce qui n'était alors qu'une possibilité, cette possibilité de devenir recteur, on ne la faisait pas à un laïc parce qu'il n'y avait pas de jésuites ou plus de jésuites susceptibles d'assurer cette fonction. Alors évidemment, ça va de soi pour nous, parce qu'on travaille aux facultés, on voit bien, mais je pense que c'était très délicat de préciser que c'était pas pour ces raisons-là. Voilà. Et donc pourquoi on m'a proposé ça? Probablement parce que dans mon parcours universitaire et de gestion de ce qui est quand même un très gros établissement scolaire, on a dû considérer que ça correspondait à peu près aux besoins des facultés, enfin du Centre Sèvres à l'époque, à ce moment-là de son développement. Voilà. Dans votre question, il y a aussi comment moi je l'ai vécu. Enfin, je l'ai vécu avec beaucoup d'incrédulité au départ. Et comme vous l'avez dit, je ne suis pas jésuite, je suis laïque, je suis marié, j'ai 3 enfants. Évidemment, ça a été une grande réflexion familiale. Et si je regarde un peu tranquillement ce qui s'est passé en moi, je constate, c'est une manière d'ailleurs de dire ce que je ressens comme honneur ou comme reconnaissance d'être ici. J'ai mis beaucoup de temps, en tout cas, à ne pas voir ma décision, ou mon discernement, si l'on veut, ne pas être écrasé par une forme de vanité. Et c'est pas pour en faire des tonnes, si vous voulez. Je crois que c'est vraiment une très très belle maison. Et d'abord, mon premier mouvement, ça a été d'être flatté, mais tellement flatté que j'arrivais pas à ressentir autre chose dans la réflexion. Voilà. Donc on a dû en famille, et puis accompagner bien sûr, prendre le temps de mettre un peu tout à plat, de mesurer bien sûr ce que ça impliquait comme reconnaissance, comme honneur, mais aussi comme responsabilité pour décider d'y aller et de répondre favorablement. Alors maintenant, puisque nous en discutons, combien de temps... Alors vous êtes notre recteur depuis maintenant 2024, cette année, mais la décision de vous nommer recteur, quand a-t-elle été prise? Enfin, si vous êtes bien sûr, si vous avez la possibilité de nous en parler. Alors on en parle depuis quelque temps. Ce qui a été très long, c'était d'obtenir toutes les validations romaines, puisque évidemment on dépend d'un dicaster, et donc voilà. Ça a été long. Je ne sais pas depuis combien de temps on en parle, mais je peux dire quand le document est bien arrivé, il est arrivé en juin-juillet, si vous voulez. Donc il y avait quand même on savait que les choses étaient bien engagées, mais ça a été quand même une période où il a fallu faire preuve, disons, de patience, de calme, de confiance aussi. Voilà, rassuré par tous les compagnons jésuites qui savent comment ces affaires-là fonctionnent. Mais enfin, ça a quand même été une période où il y a eu des moments un peu de doute et d'inquiétude. Parce que la période, elle est... En fait, le sens de ma question, c'est surtout, disons, nous sommes en 2024. Est-ce qu'en 2023, par exemple, vous aviez déjà reçu cet appel du provincial qui vous proposait ce poste? On en parlait, oui. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui s'est quand même fait dans la durée, d'où l'on peut comprendre justement tous les mouvements intérieurs qui se sont produits en vous. Alors, maintenant que vous êtes ici, moi, je suis très content. D'ailleurs, à titre personnel, l'une des raisons pour lesquelles je suis content, c'est que le recteur est un philosophe comme moi. Parce que l'ancien recteur était théologien et ce nouveau recteur, il est philosophe. Et en plus de philosophie politique, comme moi qui suis doctorant en philosophie politique. Et dans un thème un peu similaire, voilà. Mais maintenant que vous venez d'arriver, si je peux me permettre, quels sont vos objectifs? Alors, c'est une question un peu rapide qui me sort comme ça. Il est évident que les choses changent. Vous venez d'arriver, vous prenez encore vos marques. Il y a pas mal de discussions, de coopérations qui doivent se faire avec les uns et les autres. Mais avez-vous déjà dans votre esprit des idées que vous vous faites, des projets que vous avez commencé à nourrir? Et peut-être certains ont-ils déjà changé maintenant que vous êtes là? Je ne sais pas. Comment ça se passe un peu actuellement? Alors, évidemment, la solution de facilité, ce serait de répondre il faut que je prenne mes marques, et ça serait une manière de ne pas répondre. Si je suis tout à fait franc, je crois qu'on peut distinguer deux, trois
3 échelles de temps. Évidemment, il y a des choses qui concernent la rentrée immédiate, les prochaines semaines, les prochains mois. Et là-dessus, mon premier désir, c'est que les choses fonctionnent, qu'on préserve l'esprit de liberté, de simplicité qu'il y a entre nous. J'ai été très sensible à la manière dont Étienne Grieux, et puis les autres personnes, bien sûr, mais en particulier Étienne, a pris avec beaucoup de soin le temps de m'expliquer la valeur particulière des relations humaines, pas juste parce que tout le monde est gentil, etc. Non, au service de notre travail intellectuel. Voilà. Donc, évidemment, le premier désir, c'est de préserver ce qui fait cette particularité de la maison. On sait après, bien sûr, que à ce poste, dans ce type d'institution, il y a des virages qu'il faut essayer d'anticiper, il y a des évolutions qu'il faut essayer de penser en étant malin, en étant agile. Voilà. Donc je crois que je ne peux pas dire, moi, dans 5 ans, voilà ce que je souhaite pour les facultés Loyola Paris, et dans 10 ans, voilà où on en sera, et sinon, ça sera un échec. Je ne peux pas dire ça. En revanche, je peux dire que, et ça, je le dis résolument, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on se demande, c'est un peu convenu, hein, mais dans 5 ans et dans 10 ans, que seront devenues les facultés. Ça suppose un travail qu'il ne faut pas qu'on tarde trop à mettre en place. Mais enfin, il y a déjà tous les organes qui le permettent. Vous savez, on a un CA qui fonctionne, avec des personnes nouvellement nommées d'ailleurs aussi. On a un conseil de direction, j'en parlais tout à l'heure, qui fonctionne. Il y a beaucoup de choses qui ont été anticipées. Enfin, le poste d'Alain Thomassé, vice-recteur plus en charge des relations internationales, c'est très important. Ça dit quand même quelque chose de la manière dont on essaye d'anticiper les années prochaines. Mais voilà, mon idée en tout cas, ce serait préserver le cap de, on va dire, l'exigence académique, la rigueur académique, l'excellence académique, si l'on veut, préserver le climat général dans lequel on a la grande chance de pouvoir travailler, salariés, enseignants, étudiants, etc. Et puis, prendre soin aussi d'essayer d'anticiper ce qui peut l'être dans la structure ou dans notre modèle ou dans nos propositions pour les années prochaines. Notre podcast touche à sa fin, comme je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, il y a quelques minutes. Ce nouveau recteur est un philosophe et je suis heureux parce que moi je m'occupe de la rubrique philosophique. Alors je sais que très bientôt nous nous retrouverons pour discuter cette fois-ci d'un thème philosophique. Aujourd'hui il s'agissait de vous présenter à nos auditeurs et à nos auditrices. Alors pour rester un peu solennel, est-ce que vous pouvez, comme c'est le premier épisode, déclarer ouvert cette nouvelle saison de podcast ? Alors non seulement je peux le faire, mais je peux le faire avec grand plaisir et en plus avec le nouveau nom. Donc je déclare très très solennellement, très très fraternellement aussi, ouverte cette superbe saison de Loyola Café. Merci infiniment Louis Lorme, notre nouveau recteur, merci d'avoir accepté cet entretien. Quant à vous tous, chers auditeurs et auditrices du Loyola Café, voilà, je prends bien le soin de dire Loyola Café, parce que le lapsus n'est pas loin. Je vous remercie également pour votre écoute, pour votre fidélité. Comme d'habitude, nous nous donnons rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.